Donc je vais vous présenter les attentes des bibliothèques. En fait, dès le début du projet et dans le cadre du groupe de travail contexte opérationnel, les bibliothèques ont voulu définir leurs besoins, c'est-à-dire fixer dès le départ ce qu'elles attendaient du projet, sans attendre que les fonctionnalités ou les résultats que l'on attendait soient imposés par ceux qui développaient. Donc, elles ont défini les aspects techniques du projet. Il y a aussi des aspects stratégiques et on retrouvera d'ailleurs le centre de compétences. Mais concernant les aspects techniques, c'est ceux que j'ai mis en avant en premier. Donc, il y a six attentes techniques qui ont été définies. Donc, la première, évidemment, c'est de produire une plus grande précision de l'OCR afin d'améliorer la découverte des ressources. La question qui s'est posée dès le début, c'est améliorer l'OCR. De quelle manière on va pouvoir constater ces améliorations? C'est-à-dire, on attend de meilleurs résultats. Donc, il a fallu se dire, il faut qu'on parte d'un état de l'art, qu'on dise où on en est maintenant, quel texte on arrive à reconnaître, quelles difficultés on rencontre, quel type de corpus on traite et quel type de problème on a. Et mettre en place aussi les moyens de pouvoir mesurer l'évolution des résultats. Donc, cet état de l'art technologique et ces évolutions demandées concernaient toutes les étapes de traitement de l'OCR, que ce soit d'ailleurs des traitements pré-OCR, c'est-à-dire tout ce qui est les traitements images pour améliorer la qualité de l'image qui va être traitée par les moteurs OCR, et éventuellement aussi pour tout ce qui va être améliorer la post-correction, puisqu'on voit bien par exemple quand la BNF fait de la haute qualité, cette haute qualité est atteinte parce qu'on revient corriger les résultats de l'OCR pour obtenir une haute qualité. À l'heure actuelle, c'est fait à la main, donc le but c'est de diminuer les coûts et donc de trouver des moyens de pouvoir diminuer les corrections à faire. Avoir un meilleur retour sur investissement, c'est-à-dire pouvoir avoir des traitements beaucoup plus rapides. Donc essayer aussi de trouver des outils qui soient plus puissants. Et puis surtout améliorer les résultats sur les documents historiques, puisqu'effectivement les OCR du marché, lorsque le projet a démarré, traitaient correctement les textes récents, mais dès que l'on tombe sur des textes plus anciens, on rencontrait énormément de difficultés. Ne serait-ce que parce qu'on a par exemple des caractères spéciaux, donc chaque bibliothèque aussi avait un petit peu des cas particuliers. Par exemple, les Allemands ont des problèmes pour traiter le Fraktur. En France, on a du mal à traiter les S longs. On a aussi des problèmes de vocabulaire, mais ça, on vous en parlera tout à l'heure. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a eu besoin de mettre en place des lexiques adaptés pour pouvoir travailler sur tous les mots qui existent sur les textes anciens. Et donc traiter tout type de documents, donc journaux, livres, et évidemment des livres de toute période et de tout type, sachant que ce sont des livres qui ont vécu leur vie pendant un certain temps et qui ne sont pas toujours en très bon état. Et donc, évidemment, dès le début, le projet Impact s'affirme clairement comme voulant traiter la masse. Toujours cet objectif de pouvoir améliorer les résultats sur des traitements de numérisation de masse pour pouvoir récupérer des informations. Donc, l'autre attente, donc, pour réussir à concrétiser des résultats sur le projet, c'était d'offrir des outils adaptés à la numérisation de masse, afin de produire une amélioration visible dans des environnements de projet, mais aussi des outils qui permettent de mettre en place tout un enchaînement de tâches de gestion des flux, avoir donc des processus puissants et avoir un haut degré d'automatisation. Je vous parlais justement des post-traitements, le but était d'essayer d'automatiser. Donc à la fin du projet, chaque outil doit pouvoir être utilisé de différentes façons. Donc on a défini des produits qui soient prêts pour la production, donc aptes à être mis en usage productif, avec des guides d'installation adéquates. Une des forces du projet, justement, c'est de documenter tous les outils et tous les produits qui sont développés. Avoir un prototype qui peut être mis à disposition dans un environnement productif, mais qui peut subir des développements pour pouvoir être intégré dans l'environnement de chaque institution.
ou de chaque partenaire privé, puisque ça peut être aussi des entreprises, des prestataires de services qui utilisent les outils. Et ensuite, un état expérimental en fait qui puisse nous permettre tout au long du projet de démontrer que les fonctions sont bien mises en place et qu'on peut les tester et les documenter. D'ailleurs, Geneviève Cron vous parlera un peu plus de ce qu'on a fait dans le cadre des tests, puisque le projet prévoyait des sites démonstrateurs pour pouvoir tester tous les outils au fur et à mesure. Donc ce sont déjà ces outils expérimentaux que nous avons pu tester nous-mêmes à la BNF. Alors ensuite, ces outils, évidemment, il fallait qu'ils permettent d'atteindre des objectifs d'assurance qualité. Donc ils doivent s'appuyer sur des lignes directrices qui avaient été fixées par les bibliothèques, des plans d'installation, et surtout on a mis en place dès le début des jeux de tests avec des critères d'évaluation, aussi bien pour tester les logiciels et aussi pour tester la pertinence de la documentation qui était mise en place. Et on a aussi défini tous les contrôles qualité qu'on allait faire à chaque étape du processus de traitement. Donc ces tests logiciels, ils devaient aussi permettre de voir qu'ils étaient bien adaptés aux utilisateurs auxquels ces outils étaient destinés, que ce soit pour l'ergonomie des outils ou pour les fonctionnalités, et surtout se rendre compte que ces outils étaient facilement intégrables dans des environnements différents. Donc chaque bibliothèque démonstrateur a pu le tester dans son propre environnement, et ça aussi on vous parlera de ce qu'on a fait à la BNF. Donc ces composants logiciels, c'était un autre des attentes techniques. Il fallait qu'ils soient souples et simples, capables d'être interopérables, d'interopérer entre eux et de faciliter l'intégration dans le cadre de la numérisation de masse. C'est aussi une approche modulaire, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'obtenir l'ensemble des outils. On peut acheter que certains modules en fonction des besoins. Et on a essayé aussi de faire un recensement des bonnes pratiques pour pouvoir définir des normes, en tout cas recommander des normes et les faire utiliser dans le cadre du projet. Il fallait que l'interface soit facile à utiliser, donc intuitive pour l'utilisateur, mais aussi qu'elle soit dans ses habitudes d'utilisation. Le but, c'est pas... Bon, évidemment, ce sont des projets qui cherchent à innover, mais c'est pas non plus de changer complètement la manière d'utiliser et que les personnes soient perdues lorsqu'elles commencent à utiliser ce genre d'outils. Donc la documentation doit fournir des directives pour l'intégration, non seulement décrire le projet, mais dire comment on peut l'intégrer, et aussi bien sur les aspects techniques et opérationnels, et être orienté vers la communauté d'utilisateurs. Donc la communauté d'utilisateurs, évidemment, ce sont les détenteurs de contenu, ce sont aussi tous les opérateurs qui vont avoir besoin d'utiliser ces outils, donc les prestataires extérieurs, les chercheurs qui veulent tester ou qui veulent essayer de développer d'autres outils. Donc toujours dans le cadre des outils, on a essayé de définir des chaînes de traitement, dont trouver quels étaient les meilleurs workflows OCR. Donc évidemment, il y en a plusieurs, parce qu'en fonction du type de document, on peut avoir ou non à faire des traitements plus ou moins sophistiqués. Donc là aussi, il y a une modularité dans le type de workflow qu'on peut utiliser. Et donc, il a fallu fournir des informations appropriées pour définir ces workflows et indiquer comment les adapter toujours à des environnements différents de numérisation, afin d'avoir des meilleurs résultats et de les rendre plus efficaces pour toujours ce but d'impact de réduire les coûts. Donc les workflows sont utilisables par les fournisseurs de services et par les bibliothèques bien sûr. Ils permettent la notation collaborative, donc avoir des utilisateurs externes qui peuvent venir proposer des corrections, apporter des solutions fiables pour la post-correction, un haut degré d'automatisation, flexibilité, adaptabilité et des besoins de stockage, puisque là aussi, pendant toute la période de traitement, on a besoin de stocker les images et les résultats. Donc en fait, cette attente technique, enfin cette attente d'identifier les meilleurs workflows, c'est non seulement une attente technique, mais c'était aussi une attente hybride, puisque d'un point de vue impact, tout ce qui était la mise en place des workflows est également stratégique. Et une dernière attente que j'ai laissée dans les attentes techniques, mais qui est aussi une attente hybride technique et stratégique pour le projet, c'est préconiser des normes techniques conformes aux meilleures pratiques de l'industrie.
Donc en fait, dès le début du projet, il y a eu un cadre d'interopérabilité qui a été fixé et il fallait que tous les outils s'intègrent dans ce cadre afin de garantir des interfaces fournisseurs neutres. Alors vous voyez qu'il y a des prestataires, il y a ABI, IBM dans le projet, mais il fallait que les outils qu'ils développent puissent être intégrés dans différents environnements. Et puis aussi pouvoir apporter une aide à constituer des cahiers des charges pour les institutions qui ont des appels d'offres. Par ailleurs, vous avez vu, c'est un projet qui demande beaucoup de financement, qui a des très gros financements, mais il doit malgré tout rester complémentaire d'autres projets européens. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de développer dans le projet des choses qui étaient déjà faites dans le cadre d'autres projets. Donc il faut que ce qui est développé ailleurs soit réutilisé dans le projet, qu'on utilise des normes déjà identifiées. Et Impact doit aussi, justement dans le cadre d'interopérabilité, être un moteur, un promoteur des normes qui doivent être utilisées, que ce soit pour normaliser l'approche de capture ou établir des corpus standards, puisque vous verrez aussi cet après-midi qu'on a établi des jeux de données pour avoir des exemples de différents types de documents que les bibliothèques ont à utiliser. Et ce sont ces corpus de documents qui ont servi à faire tous les jeux de test du projet et qui seront mis à disposition dans le cadre du centre de compétences. Alors, les aspects stratégiques, maintenant, vous verrez ces 5 attentes définies par les bibliothèques. Et le premier, c'est le centre de compétences. Ça, dès le début du projet, c'était une volonté de pouvoir utiliser les résultats du projet pour les mettre à disposition. Donc je ne vais pas développer plus puisque vous l'avez déjà vu. Simplement, le centre prévoit aussi sa propre évaluation. Ça, c'est pour ça que je l'ai rajouté. Il y aura des examens périodiques du centre pour voir si le contenu est mis à jour régulièrement, puisque on part d'un état à la fin du projet, mais il va falloir participer à d'autres travaux, comme on l'a dit, donc voir comment le centre de compétences avance et quels sont les moyens et les outils mis en place, est-ce qu'ils évoluent, est-ce que c'est mis à jour régulièrement. Un autre but du projet, c'est de démontrer les avantages du projet, donc c'est pour ça aussi que les sites démonstrateurs sont mis en place et qu'il y a des journées comme celle d'aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé. Et surtout, il fallait être capable de pouvoir mesurer l'amélioration apportée par les produits. Et donc, il y a un certain nombre de participants qui ont été identifiés comme aptes à faire ces mesures et pouvoir se rendre compte de l'efficacité et de la productivité qui ont été mises en place. Voir si la meilleure précision OCR a été obtenue, ce que je vous avais dit tout à l'heure au début du projet, et surtout pouvoir mesurer le rendement qui a été obtenu. Une autre attente stratégique, c'est de produire des outils adaptés à la numérisation de masse. On en a parlé dès le début. C'est pour servir de soutien effectivement aux institutions qui souhaitent s'engager. C'est surtout aider les institutions à décider de la façon dont elles vont pouvoir traiter leurs fonds en fonction effectivement du type de fonds, de documents qu'elles ont à traiter et leur mettre à disposition donc une base de connaissances. Ça veut dire qu'effectivement tous les corpus qui ont été constitués comme base d'exemple pourront être mis à disposition et réutilisés pour tester la mise en place de chaînes. Soit si on fait soi-même son OCR en interne, soit si on le sous-traite. Ce sont enfin des conseils et des solutions pour réaliser chaque étape du workflow, que ce soit les traitements images, la segmentation, la post-correction et l'utilisation des dictionnaires qui peuvent être mis à jour régulièrement. Et c'est surtout que les produits puissent être adaptés. C'est-à-dire que ce ne sont pas des outils figés, ils peuvent évoluer en fonction des besoins et surtout être facilement accessibles pour pouvoir être intégrés. Donc dès le début du projet aussi, les informations ont été enregistrées dans un site Impact qui pourrait être récupéré en partie par le centre de compétences. Ensuite, c'était prévoir la façon dont les outils allaient être commercialisés, donc avoir des déclarations de licence claires pour tous les produits
Évidemment, vous vous doutez bien qu'en ayant des industriels privés dans le projet, tout ne sera pas gratuit. Mais il fallait dès le début que l'on puisse savoir si certains outils étaient payants ou pas, s'ils étaient libres, open source ou pas. Il y a des laboratoires qui ont développé des outils, entre autres, de tests et de mesures. Tous les jeux de tests, par exemple, vont pouvoir être gratuits. L'estimation de la durée de développement nécessaire, ça dès le début du projet, on voulait avoir une idée claire de la durée de développement des outils pour voir si à la fin du projet tout serait prêt et comment on pouvait le phaser. Et puis avoir des idées claires de prix, entre autres les coûts de traitement à la page, savoir si les participants du projet auraient des prix spéciaux ou pas, si tous les éléments, toutes les informations seraient disponibles pour les éléments commerciaux, afin que l'on sache s'il y aurait des coûts pour pouvoir intégrer les outils et surtout pouvoir planifier effectivement l'intégration d'un outil dans ses propres workflows et avoir une idée du coût dès le départ de ce qu'on pourrait avoir, de ce qu'on pourrait attendre en intégrant les outils Impact. Donc l'autre attente, c'est fournir des corpus de référence publics. Donc ces corpus, effectivement, seront fournis via le site Impact. Ce sont des corpus représentatifs, en tout cas, de tout ce que les bibliothèques partenaires ont rencontré dans les traitements qu'ils ont eu à faire, dans tous les OCR qu'ils ont traités. Les métadonnées associées, évidemment. Des paramètres et des scénarios d'évaluation. Donc il y a des métriques qui ont été déterminées, je vais vous en parler après. Et des documents pour les institutions patrimoniales et de la recherche, en fait, donc toute la documentation qui va être apportée pour le projet. Donc évidemment, pour pouvoir réussir à atteindre toutes ces attentes, il a fallu faire un certain nombre de tâches. Donc déjà, il a fallu définir ce qu'était la numérisation de masse. Toutes les bibliothèques n'étaient pas d'accord, puisque qu'est-ce qu'est la masse? À partir de quel moment on considère qu'on traite de la masse ou pas? C'était définir comment reconnaître l'amélioration de la qualité, ainsi que l'état de l'art technologique. Définir les corpus de données, les créer de manière représentative et créer les corpus de test et la vérité terrain. La vérité terrain, en fait, c'est avoir un état correct du document pour pouvoir évaluer un OCR, le confronter à un OCR et voir la différence de résultats. Ensuite, il y avait les tâches nécessaires à la réalisation des outils, donc définir des workflows de référence, identifier toutes les étapes pertinentes du workflow, donc comment elles peuvent s'intégrer et être modulaires, définir les environnements de test, définir des catégories d'outils de production. Donc je vous ai mis toute la liste, il y a tous les différents flux. Il y a ensuite avoir une liste de références de tous les outils pour être sûr qu'à la fin, chaque outil avait bien sa documentation et ses spécifications. Et puis définir différentes solutions d'outils, que ce soit des outils internes utilisés dans le cadre du projet pour faire les tests ou les outils qui allaient être commercialisés. Et puis créer des lignes directrices d'intégration qui vont servir d'accompagnement aux bibliothèques, aux institutions ou aux prestataires qui voudront intégrer. Ensuite, pour les attentes techniques, il fallait définir les tests d'évaluation, donc établir les métriques d'évaluation et les paramètres d'environnement, définir les groupes de référence qui allaient tester les documents et les outils, et puis créer les lignes d'assurance, les plans d'assurance qualité, et selon les différentes versions, puisqu'au cours du projet, il y a eu des versions alpha, bêta et enfin la version finale. Et pour l'interopérabilité, c'était identifier les normes, donc recenser un petit peu toutes les normes qui existaient et qui étaient utilisées par les autres projets, créer des documents avec tous les logiciels standards, puisqu'il y a des logiciels existants qui ont été repris par le projet, créer un document avec toutes les normes de documents, et puis fournir les outils et les documents à l'appui des gestionnaires de numérisation pour l'aide à la prise de décision. Donc pour les attentes stratégiques, il a fallu définir des indicateurs de performance, donc des guides utilisateurs, que ce soit pour les activités de formation et d'assistance, site web, donc dire effectivement de quelle manière ils allaient pouvoir rendre un service efficace, identifier les avantages en fonction des résultats du projet, recenser toutes les activités liées au partage de connaissances, créer et maintenir l'infrastructure de communication, mettre en place la plateforme, mettre en place un projet d'aide en ligne et définir et collecter des statistiques. Donc définir effectivement quelles statistiques allaient être mises en place pour pouvoir avoir des informations, un retour en fait sur le projet.
Et puis ensuite, les tâches nécessaires à la réalisation des attentes stratégiques, la suite, c'était définir les attentes des utilisateurs, mettre à jour et assurer le suivi, mener une enquête sur les utilisateurs externes et identifier les besoins, définir des acteurs qui vont permettre ensuite d'avoir des participants qui ont des contenus et qui veulent bien tester, hein, entre autres dans le centre de compétences. Et puis clarifier tout ce qui était les droits de propriété liés au corpus. Là aussi, en travaillant avec différents pays européens, il y a une législation européenne, mais il y a des pratiques qui sont différentes selon les pays, puisqu'il y a de la souplesse dans l'application des normes et de la propriété intellectuelle. Donc il a fallu qu'on trouve un consensus dans l'utilisation et puis documenter tout ce qui est l'utilisation des corpus, comment les télécharger, etc. Donc ça a été un gros travail qui en plus était quand même en avance de phase par rapport à tous les développements qui devaient être faits après. Donc il y a eu des définitions au début du projet, mais qui ont évolué jusqu'à la 3e année du projet, en fonction effectivement de ce qui a été développé. Voilà.